Oui, voilà, donc de retour. Juste un tout petit mot pour la question des brevets, c'est une question extrêmement importante. Le brevet, c'est vraiment la valeur qui est cherchée par tous les financiers qui vont investir dans n'importe quelle start-up. Donc avoir les IA qui vont pouvoir faire des brevets par wagon quotidiennement, enfin, en calculant de nouvelles formulations chimiques qui n'ont pas été découvertes, mais ont été identifiées par prévision, par prédiction, donc elle m'appartient. Évidemment que pendant un bon moment, ce sont les créateurs des IA qui vont garder la main là-dessus. C'est un pouvoir ultime. Hein. La notion de brevet est quand même quelque chose d'essentiel dans notre socio-économie. On ne va pas le lâcher comme ça, certainement pas aux autres. Alors, en ce qui concerne, alors voilà, on va discuter de la deuxième sujet dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait aussi beaucoup de bruit évidemment, le transhumanisme. Donc à l'écran, ce que vous avez, c'est Elon Musk, qui est un des plus inquiets sur cette supra-intelligence globale, et qui développe donc, qui a donc pour but de développer des implants cérébraux qui vont permettre à l'humain de rivaliser avec cette supra-intelligence globale quand elle apparaîtra, si elle apparaît. Voilà. Là, entre la Californie sous acide et puis une réelle prise de conscience, on ne sait pas, mais voilà, on en est aussi à ce niveau-là dans le hardware, quoi. Donc qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? C'est une philosophie de la technoscience. Donc philosophie, il y a une dimension spirituelle, technoscience, notre paradigme depuis bien longtemps de développement, au service du dépassement. Et c'est là que c'est essentiel, c'est une fine ligne de crête. Le dépassement de la condition humaine. Typiquement, c'est donc aller chercher de meilleures performances physiques, biologiques ou cognitives. Pistorius, oui. Donc un des premiers, c'est la première fois que moi je l'ai vu, donc ça m'a vraiment frappé. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On avait donc Pistorius qui courait avec des 100% organiques, on va dire. Très belle démonstration et d'humanité et de performance technologique. Là où le diable se trouvera, c'est si jamais il gagne la course. Est-ce qu'on était tous à même condition d'égalité? Est-ce que ce n'est pas un dopage technologique, etc., etc. Donc voilà, un des tout premiers usages, enfin pas usage, pardon, une des toutes premières démonstrations publiques qu'on a vues en dehors des films de science-fiction, on va dire que c'est cette image-là, quoi. Donc biologique, on imagine bien aussi qu'on va pouvoir s'injecter tout un tas de trucs qui vont nous faire meilleurs, plus performants. Cognitive, des interfaces neuronales directes avec des expériences qui vont bien loin au niveau des rats. Donc là, c'était l'année dernière, on a, donc en Chine, enfin en tout cas États-Unis, plus un travail avec, je crois, des labos chinois. Contrôle par interface neuronale directe, enfin sans fil, entre un cerveau humain et un rat qu'on vient piloter dans un labyrinthe. Ça se fait dans nos laboratoires. En termes d'humain, voilà ce que ça donne. Donc là, en fait, on a aussi une interface neuronale qu'on appelle directe, un plan à l'intérieur du cerveau, et puis on envoie des stimuli électriques, et puis on étudie tout ça. Et donc ça permet, par exemple, en bandant les yeux de la personne, de pouvoir se repérer par le leptique, le toucher. Déjà, elle peut déplacer un bras, avant de réaliser le déplacement du bras, et par l'haptique, de reconnaître et de faire des choses, les yeux bandés. Donc, du pain béni pour la DARPA, l'armée, etc. Hein. Donc c'est le champ de l'augmentation humaine. Thématique ultra classique aussi, des jeux Deus Ex à n'importe quel ouvrage de science-fiction. Globalement, l'historique, très rapide, de 1900, les premiers concepts apparaissent. Là, on commence à avoir vraiment à se dire que la science va pouvoir vraiment augmenter l'individu. 1960, là, Californie, toujours cette partie du monde qui nous va bien loin par sa manière de voir les choses et puis ses prises de risques et ses folies, impose les fondations vraiment plus abouties là, du transhumanisme. On commence à lancer des recherches 60, à les développer dans les années 80. Et en 2000, là, on commence à diffuser en dehors des universités ces pratiques. Donc il s'agit vraiment d'une philosophie, d'un retour du spirituel pour certains scientifiques où l'homme doit se comporter comme Dieu. Pour d'autres, c'est pas du tout à ce niveau-là. Il y a tout un champ, tout un espace. C'est un courant de pensée. Essentiellement, il repose sur 4 technologies que vous connaissez probablement, les NBIC, on appelle ça. Nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives. Alors les nanotechnologies, c'est l'échelle atomique et un peu en dessous, 100 nanomètres dans les OLA. L'atome, il est un peu en dessous, mais voilà, les ordres de grandeur. On commence à tâter le royaume du quantique. Quand on fait des développements en nanotechnologie, on a les effets quantiques à prendre en compte. Typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir agencer la matière à l'unité, à l'atome. C'est de la dentelle. On fait de la dentelle à l'échelle de l'atome. Donc on fait des microsystèmes, tout un ensemble de capteurs divers et variés qui vont pouvoir être bien miniaturisés pour être injectés où on veut.
Biotechnologie, donc les technologies au service de la bio, hein, donc avec des modifications génétiques, par exemple, hein, en ce qui concerne le végétal, et puis là, des prises de position à marche forcée pour le monde. La Chine qui fait sa naissance de bébés controversés il y a quelques mois, avec une modification génétique qui devrait leur permettre d'être résistants au virus du sida. Bonne chose à nouveau, hein, certainement. Les technologies de l'information, notre digital Internet royal, ordinateur quantique, etc. Voilà, toutes les recherches dans le domaine de la technologie de l'information et les sciences cognitives. Donc là, par exemple, c'est une présentation sur des implants neuronaux de nouveau directs, hein, qu'on enfonce. On a de l'indirect, c'est un casque qu'on pose, donc c'est une mesure à distance d'une certaine manière, enfin en contact, mais on n'est pas à l'intérieur. Et le direct, on injecte, hein. Alors, quelques courants. Il y a du courant soft, l'IoT dans la chair, l'Internet des objets, hein, donc on va se mettre un petit émetteur dans la main, hein, ici, là. Et puis ça va nous permettre d'ouvrir une porte ou de dire à la photocopieuse quand je suis au bureau, c'est bien moi qui demande la photocopie. Ça, c'est testé en Suède. Donc, on a mis un petit marqueur qui va très bien. Et puis derrière, on imagine bien en mode big data, suivi, monitoring, où tu bouges trop ou pas, c'est toi, non? Toujours dans le soft, mais on commence à être un petit peu plus quand même. Là, c'est de l'hybridation. Des prothèses avec des contacts au niveau du moignon, hein. On peut avoir des informations. L'idée, c'est simplement de pouvoir envoyer les informations une fois qu'on a là. Avec nos sciences, on les traite, il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, on a des prothèses qui réagissent soit par aussi interface neuronale, soit par myologique, enfin une interaction myologique par le muscle, quoi. Je contracte, je fais une différence d'état, là. Donc j'ai une information qui est générée. Ça, des prothèses comme ça, je les ai vues à Metz, dans un concert. C'est maintenant, hein, à batteur. Donc d'abord, il faisait la batterie normale, et puis après, il faisait l'augmentée. Impressionnant, hein, d'Atlanta, quoi. Après, on va aller dans le hardcore. Je ne vais pas faire tous les courants, mais là, on a des courants qui sont bien plus hardcore, qui sont bien plus fous, débiles, ou alors complètement merveilleux. Chacun a sa position sur le sujet, quoi. C'est ce qu'on appelle le mind uploading. Donc là, déjà, le cerveau, il faut savoir ce que c'est. Ensuite, si on veut le modéliser de manière digitale, c'est encore autre chose. Et après, le transmettre de manière digitale aussi, ça va être encore autre chose. Mais en tout cas, on travaille à ce sujet-là. Téléchargement du cerveau. L'idée étant de s'échapper de l'enveloppe corporelle. Et bien sûr, tout un courant qui travaille non pas au trans, mais au post-humanisme, après l'humain, etc., etc. Donc, de nouveau, hein, c'est ni plus. Enfin, comment dire. La physique a aussi tous ces courants complètement fous, hein. Enfin, c'est une branche de la physique, mais je veux dire. Mon but ici, c'était plutôt de vous montrer un panache sur le transhumanisme, dans ses projections les plus folles. Sachant que c'est un courant qui est tout à fait accepté en manière pour une bonne partie de la population. Beaucoup vont lui dire, bah oui, mais si je peux moi vivre 1000 ans, ou si je peux avoir un œil qui voit la nuit, pourquoi pas finalement. Et ça rejoint en fait le discours de ce matin. C'est effectivement pourquoi pas, c'est juste les deltas qui posent problème. C'est juste la confiance dans les données. C'est juste ce qu'on est nous en tant qu'humains qui est redéfini. Chacun sa position là-dessus, mais la marche du monde, j'en suis persuadé, est à marche forcée sur le sujet. On n'aura pas le choix. On va être confronté à ça. Peut-être que dans 15 ans, ici, en se regardant, certains auront des trucs automatiques choisis, quoi, hein, qui feront je ne sais pas quoi avec leurs doigts, leurs yeux, leurs esprits. Donc, un des concepts fondamentaux pour certains d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la singularité. Comme en mathématiques, j'ai un continuum, d'un coup, j'ai un point, singularité. Là, c'est vraiment une explosion. Un changement de comportement, je veux dire, fort, localisé. Donc, les NBIC, entre elles, plus l'IA, au centre, devraient nous permettre, en 2000 et des brouettes, 2020-2050, d'avoir une explosion d'intelligence par l'intelligence artificielle, la manipulation de ces cas de technologie et l'humain au centre. Un système auto-entraînant qui devrait faire développer de manière exponentielle les connaissances. C'est un peu le point zéro, l'an zéro. Quelque part, voilà, nous y sommes, la singularité est là, est apparue, quoi. Donc rapidement, quelques utopies et dystopies. Donc, hein. L'utopie, on la voit bien, tout le monde est connecté, on a de la techno partout, ça marche bien, il n'y a pas de problème, tout le monde est gentil. L'humain fantastique et puis accès à des connaissances illimitées, transcendées. L'humain qui vit 1000 ans, qui, on verra tout à l'heure, tuer la mort, vous avez certainement entendu parler de ça. Donc voilà les tableaux tout à fait classiques qui sont vendus. Les tableaux de l'enfer sont ceux-là, hein, des humains qui sont finalement utilisés pour leur fonction purement énergétique,
puisque les machines prennent beaucoup d'énergie, les machines ont pris le pouvoir, donc elles ont besoin d'énergie, donc elles vont prendre nous pour l'énergie. La force de travail, éventuellement résiduelle, on aura certainement besoin d'analogique encore, etc., quoi. Des fantasmes japonais, Tetsuo, un manga, là, alors là on a vraiment une hyperfusion dans la chair, quoi, de la techno. Donc voilà, l'artiste s'inquiète, le scientifique aussi, le scientifique produit quand même, le scientifique ne s'inquiète pas du tout et fait ce qu'on lui demande. Il y a de tout, le monde avance, l'entropie ultra croissante, ces technos sont là, et les acteurs, quelques acteurs. Ray Kurzweil, donc ça c'est le pape du transhumanisme, conseil d'administration du MIT, directeur technique chez Google. Années 60, à la base il venait du son, traitement du signal, et il a fait des synthés qui ont été une petite, c'est pas les synthés Moog, etc., c'était un cran en dessous. Mais voilà, quelqu'un qui est fort dans le traitement du signal et qui a donc continué à se développer dans ce domaine, notamment les nanorobots, etc., quoi. Donc cette personne-là, au sein de Google, donc Google, un des acteurs extrêmement majeurs dans le domaine, hein, est-ce qu'il peut tuer la mort? On ne sait pas déjà ce qu'est vraiment la vie ni le cerveau, on veut tuer la mort. Certainement des choses à faire, hein. Mais bon, voilà, juste pour info, l'histoire de Google dans le domaine, enfin récente, c'est des noms qui vont apparaître. Je ne sais pas si vous connaissez, donc on parlait de Google X, qui était la branche de la recherche un petit peu secrète, les projets en avance sur toutes ces technos, qui a maintenant été sorti de Google X, qui s'appelle X. Et Google, pour toutes ces activités qui ne concernent pas l'activité principale autour d'Internet, enfin le moteur de recherche et compagnie, a fait un consortium qu'on appelle Alphabet. Celui-ci permet en fait un conglomérat de différentes sociétés de Google qui ne sont pas dans leur business, pas focusées sur leur business classique, et qui permet ici de panacher. On a des investissements, on a de la recherche semi-secrète, on a etc., quoi. Donc Google, acteur majeur du digital, s'il en est, c'est clair, et des transformations de ce genre-là aussi. La DARPA, c'est la branche de la recherche de l'armée américaine. Donc c'est certainement la branche de la recherche la plus puissante au monde en termes de budget et en termes de carte blanche, de contrôler, quoi, hein, évidemment. Donc la DARPA, elle travaille beaucoup sur les neuro-cognitifs, et puis évidemment tous les autres, hein, techno, nano, bio, etc., connectés. Donc il y a typiquement un champ, c'était comment? C'était il y a 10 ans, je crois, je suis tombé sur un programme cadre. Non, c'était pas ça, c'était un projet de la DARPA, quoi. L'idée était de faire, ça s'appelle le silent warfare, quoi, hein, le champ de bataille silencieux. Si on est dans un champ de bataille, comment on communique sans avoir à parler, sans utiliser la voix? Implants neuronaux, transmission d'informations. Il y a 15-20 ans, c'était un couple d'universitaires mexicains. Lui est au Mexique, elle est en Australie. Tous les deux en implant il y a 20 ans. Et ils peuvent un implant dans l'avant-bras quelconque, et ils peuvent s'envoyer une information via Internet à distance. Ça, c'était il y a 20 ans que j'avais vu ça, je crois. 20 ans plus tard. On est forcément bien loin. Et donc, l'idée, c'est de ne... On part d'un handicap, par exemple, ici, l'idée qui est donnée, c'est on va soigner la personne, on va faire plus que la soigner, on va l'upgrader, quoi, hein. Donc, le champ de bataille Moyen-Orient est certainement fournisseur de sujets qui ont envie de repartir. Donc, parfait comme terrain d'essai pour le transhumanisme, quoi. On a aussi toute une frange qui est bien propre à notre époque, c'est le do-it-yourself, l'accès à la connaissance, le fractionnement des technologies. Je peux commander beaucoup de technologies et faire un ensemble de choses qui étaient strictement impossibles il y a 10 ans, chez moi, dans mon salon, quoi, hein. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc on tombe sur ceux qui sont intéressés par cette mouvance, qui nourrit tous les fantasmes, quoi, donc ce qu'on appelle des biohackers. Donc là, c'est un cinéaste, un acteur canadien qui a perdu un œil, on l'a remplacé par un œil avec une webcam. C'est là qu'il s'est augmenté. Se remplacer pour voir, c'est une chose. En rajouter de la fonction, et c'est là cette ligne de crête, quoi, hein, qui passe du soin à l'augmentation. Ici, on a un ancien ingénieur de la NASA qui milite pour la démocratisation de l'ingénierie génétique. Expérience sur des grenouilles à la maison. On injecte le CRISPR, hein, celui qui a été utilisé, enfin la technologie qui a été utilisée pour les bébés chinois dont on parlait tout à l'heure, est a priori accessible plus ou moins dans son garage, comme n'importe quelle grande société qui a commencé comme ça, Apple, etc. Ils ont toutes commencé dans un garage. Donc à notre époque de crypto-monnaie, de biohack, de libéralisme extrême dans tous les sens, on se retrouve avec des possibilités comme celle-ci. C'est une sincère réalité. Et donc là, voilà, le petit chaîne Matrix pour déjà vu, parce que je vous ai déjà parlé de ça tout à l'heure. Le problème est toujours le même, n'est pas la technologie mais l'humain, etc., etc. Les trois leviers étant pour moi la gouvernance de nos sociétés,
mettre la pression sur eux, qui s'éduquent. Nous, en tant que consommateurs, s'éduquer vraiment, quoi. Arrêter de manger tout ce qu'on nous donne. Et puis, le citoyen, hein, au milieu. Donc voilà. Je la fais juste un petit peu rapidement, comme ça nous permet de rattraper le retard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors j'ai une question. Euh, Est-ce qu'on peut parler de transhumanisme soft, par exemple pour mes lunettes que j'ai ça. Oui, c'est ça l'idée, c'est que ça vous permet de voir comme la gaussienne. Voilà. Vous n'allez pas chercher le 20% qui fera de vous le héros de la vision. Ça, c'est moi. Mais c'est clair que en général, c'est ça qui est discuté. N'importe quelle techno est là pour faire les choses mieux. Le truc, c'est que là, on se l'ingère dans la chair en se connectant dans tous les sens. C'est comme le cloud. En fait, le cloud, on l'utilise depuis qu'il y a le net. Hein. Si on dit que le cloud, c'est un accès à distance à peu près partout, bon, bah, c'est le premier serveur mail finalement. Mais après, on a commencé à. Enfin, après. À un moment, on s'est dit, on a sorti le cloud comme nouvel outil Internet dans les années 2000. Et là, il y a eu tout un ensemble de services qui sont apparus. Parce qu'en fait, on est passé d'un concept utilisé dans un champ à vraiment une extension forte de ce concept. Donc c'est pour ça que moi, cette question de la technologie que je me mets pour m'améliorer, le minimum, il y a une différence entre ça et se biohacker dans tous les sens. Mais ça, c'est mon point de vue. Et là, ce que j'essaie de vous dire, c'est voilà ce qui se passe dans les labos, et vraiment voilà à quoi on va être confronté. Il est clair que c'est ultra séduisant de pouvoir faire